Bonjour à tous, ici le Tieb. Alors, nous avons vu précédemment l'histogramme, les réglages de base, et forcément, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui nous allons nous attaquer en long, en large et au travers aux courbes de tonalité dans Lightroom. Alors, nous voilà dans Lightroom, panneau de développement évidemment, courbe des tonalités. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout d'abord dans la courbe des tonalités, ou plutôt les courbes, c'est ce qu'on dit en général par facilité de langage, ou curves aussi, curves en anglais. Nous avons donc un petit carré donc, qui ressemble apparemment à un graphique, vu que vous voyez qu'il y a un quadrillage, et non un millimétrage, c'est un quadrillage, et une ligne qui le traverse de part en part à 45 degrés pour le moment. Vous pouvez aussi remarquer que ici, il est écrit 0,0% et là, 100%. Ok, c'est tout ce que nous savons pour le moment. On peut remarquer aussi qu'il y a une espèce de couche d'un gris un petit peu plus clair derrière avec deux grandes crêtes comme ceci. Je vais changer de photo et là, hop, on remarque que l'interface n'a pas changé sauf la couche gris clair à l'intérieur. Mais qu'est-ce que la couche gris clair? C'est effectivement l'histogramme. Donc l'histogramme est représenté dans le graphique de la courbe de tonalité et c'est pas par hasard. Et nous allons voir tout de suite pourquoi, mais pour ça, je vais avoir besoin de mon petit tableau. Bon, qu'est-ce que c'est? Une courbe de tonalité, je vous en montrerai une autre d'ailleurs dans Photoshop. Waouh, quelle belle! Une courbe de tonalité qui apparaît ici est en fait une représentation de l'histogramme, donc une représentation des pixels. Mais en plus de ça, donc ça c'est typiquement le rôle de l'histogramme, vous avez une ligne d'interprétation qui est ici. Ok, donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'espace de la courbe de la tonalité est un espace fermé. Donc c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on voit souvent en mathématiques, ce graphique XY par exemple, eh bien ça c'est faux. Enfin c'est faux. Ce n'est pas représentatif de la courbe de tonalité. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel la fin est terminée et elle est à 100. En fait, 100 quoi? 100% de luminosité. Ça, c'est plus un secret pour vous, je pense, depuis qu'on a vu l'histogramme. Et vous avez la même chose ici. Et en fait, du coup, nous avons un input et un output. En gros, dans la courbe, donc dans l'axe des X, l'axe plat, celui qui est ici donc, vous avez forcément toutes les nuances de gris, hein, donc de 0 à 100, toute la valeur de gris est ici, et là-dessus, en fait, c'est l'histogramme de votre photo. Donc ça, c'est votre photo. Et alors en Y, en gros, c'est votre impression, c'est votre écran, c'est la façon dont votre photo va être interprétée. Ok? Donc, on va prendre par exemple un pixel au hasard. On va prendre celui-ci qui a 3333. Ok, donc il a 33% de luminosité. Donc 25 doit être à peu près ici. Donc ouais, 33 doit être là. Hop. Pour le moment, lui, il est là. Je veux dire, par rapport à ici, il n'apparaît encore nulle part parce que nous n'avons pas tous les éléments de la sphère. Nous n'avons pas l'axe de lecture. Et l'axe de lecture, il est ici. Pour le moment, il est à 45 degrés. Et quand il est à 45 degrés, c'est assez facile à comprendre. Ça veut dire que, tiens, je vais le faire en turquoise pour changer. Donc ça, c'est mon axe de lecture pour le moment à 45 degrés. Et bien tout simplement, l'axe de lecture, il va remettre pas en fonction, en coordination, en relation, en rapport, enfin bref, trouvez le mot qui vous plaît le plus. Il va mettre ça en fait, notre pixel donc de l'exemple à 33%. On va le monter du coup sur la courbe. Hop, pip. Et en vision, en output, du coup, il sera lu à 33%. Ok, même chose. Donc si on a un axe à 50,
bon c'est pas droit mais vous imaginez bien, il sera lu à 50, le pixel qui est à 100%, il sera lu à 100%. Donc je rappelle que 0 étant le noir absolu, le noir, donc celui que vous trouvez dans votre histogramme ici, donc vraiment sur le côté gauche, plutôt montré dans Lightroom, ici sur le côté gauche, donc là vous avez le noir donc qui est représenté ici dans ce graphique, et le blanc 100% qui est là, et toutes les valeurs de gris sont ici, donc hop, ça sera peut-être mieux avec un dégradé. Ok, donc tout ça se retrouve ici, et la courbe de lecture renvoie directement, en fait, en miroir, vu qu'elle est à 45 degrés, les pixels. D'accord? Donc ça, c'est dans le cadre d'un truc à 45 degrés, tout va bien, c'est ce qui se passe. Mais nous, c'est un outil, donc on va devoir manipuler. Et qu'est-ce qu'on va manipuler? En fait, on va manipuler non pas les pixels qui sont ici, bien qu'on pourrait sur Photoshop, mais sur Lightroom on ne peut pas. On va manipuler la courbe de lecture pour tordre du coup la façon dont les pixels vont être interprétés. Donc, avant même qu'on touche à cela, ça veut dire que si je transforme ma courbe, et que je fais par exemple, je sais pas, que je prends un pixel et que je la tords, comme ceci, c'est un peu arche, mais voilà. Lorsque je vais lire mon pixel d'exemple à 33%, boum, on pourra remarquer qu'il ne sera pas, il ne sera pas réinterprété, il va être recalculé. À mon avis, du coup, là, on va arriver peut-être à du 45, mais il ne sera plus à 33%. Donc, notre pixel va paraître plus clair. Et alors, tous les pixels vont être interprétés par rapport à cette courbe. Donc, par exemple, ici, il n'y aura plus de blanc 100%, par exemple. Le blanc 100% va être remplacé par... donc, ouais, si 75 est ici, on doit plus ou moins être à du 60. Ok? Comme ça paraît... C'est très théorique, c'est très cru, mais vous allez comprendre tout de suite avec la pratique. Nous avons donc un dégradé de couleur ici qui passe du blanc pur au noir pur avec toutes les valeurs de gris qui sont à l'intérieur. Donc je rappelle que l'histogramme ne prend pas en compte la position géographique des pixels. Donc ici, mon dégradé va du blanc au noir, enfin de gauche à droite, du blanc au noir. Mon histogramme de gauche à droite va du noir au blanc. Mais il n'y a pas d'impact. Je veux dire, si la photo était à l'envers, mon histogramme serait de toute façon absolument le même. Ma courbe de tonalité aussi, vu que ma courbe de tonalité, c'est d'une certaine façon mon histogramme. On peut le voir ici. Donc je vais transformer ma courbe. Je vais essayer de la faire ressembler à ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouclette ici, que j'ai tordue, et en gros, ma courbe, elle ressemblait plus ou moins à ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a immédiatement un changement qui se fait. Et mon pixel, qui était à 33%, donc qui devait se trouver ici, se retrouve dans les 50. Le blanc, 100%, vous voyez qu'il atteint un maximum qui doit être à peu près dans les 60%. Et mon image, forcément, a changé. Petit rappel donc, la courbe de tonalité ou courbe ou curve est un espace fermé. Il n'y a pas de 101%, il n'y a pas de -1. Tout se passe là-dedans. En X, vous avez votre input, donc vous avez votre photo originale. Et en output, vous avez la façon dont votre photo va être interprétée au niveau de la lecture des pixels. Lecture des pixels qui se fait par un axe de base à 45 degrés qui va de 0 à 100, tout au-dessus. Mais le but de la courbe de tonalité, c'est évidemment de la manipuler pour justement transformer cette vision. Alors, nous avons donc une image qui est répartie avec deux carrés blancs, un carré noir, un carré gris. Avec la courbe de tonalité, d'une manière générale, ce qu'on peut donc comprendre avec ce petit tableau, c'est que si vous poussez, par pousser, j'entends vers le haut. Donc si vous prenez un point central et que vous poussez, vous aurez tendance à éclaircir tous les pixels. Donc vous voyez que toute cette zone-ci, le 0 va rester à plus ou moins 0, le 100 va rester à 100, mais tous les pixels vont être éclaircis. Et vous pouvez le voir sur la photo que effectivement, ça s'éclaircit. A l'inverse, si vous les descendez, les diminuez, donc si vous allez vers le bas, vous allez assombrir votre photo. Mais, comme c'est une courbe,
enfin comme c'est une ligne avec des extrémités qui resteront ici pour le moment toujours à 0 et toujours à 100, le 0 et le 100 ne bougent pas. Donc vous n'avez que le carré de gris qui se transforme. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur l'histogramme, ici au-dessus, qu'il est en train de se déplacer complètement de 0 à 100. D'accord? Sur un dégradé, pardon, vous allez voir que les tonalités vont effectivement s'éclaircir quand je pousse vers le haut, mais elles vont le faire d'une façon à suivre la courbe d'interprétation. Donc, ce qui est loin du point va être moins... donc, loin dans le sens, cette zone-ci, par exemple, est plus loin du point que cette zone-là, ou cette zone-là. Donc, plus c'est loin du point, et moins ça va recevoir l'effet de lecture. Et forcément, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut évidemment ajouter autant de points, enfin théoriquement autant qu'on veut, une infinité même, théoriquement, même si bon, vous allez voir qu'au-delà de 12, ça devient un peu le bordel. Mais vous pouvez ajouter du coup autant de points que vous voulez. Et on va voir maintenant que la transformation que vous faites se fait de manière extrêmement localisée. Parce que là, avec mon exemple, forcément, on voit les choses en très très grand. Mais à partir du moment où vous avez une courbe complexe, forcément, vous allez pouvoir travailler dans des zones plus complexes avec des outputs plus complexes, etc., etc. En pratique, mettons que j'ai une photo ici, et alors je trouve que elle est un petit peu trop sombre, j'aimerais quelque chose de plus clair. Soit je vais aller directement chercher dans la courbe de tonalité ici, et du coup augmenter en fonction de ce qui me plaît. Mettons que ça, par exemple, ça me plaît, mais je trouve que du coup maintenant il y a un petit peu trop de blanc. Eh bien, je recrée un nouveau point du coup dans la zone plus claire, et je la diminue pour, vous voyez, ça devient de plus en plus gris. Et si je vais trop loin, évidemment, ça devient fou. Ici, on ne s'en rend pas compte parce que ce ne sont que des dégradés en noir et blanc, mais vous pouvez faire vraiment des choses, vous voyez, abominables. Vous pouvez vraiment prendre la courbe dans tous les sens, tirer dessus, et faire plus ou moins n'importe quoi. Avec une courbe pareille sur une photo normale, je vous jure que ça doit être vraiment, vraiment atroce. Alors, prenons une photo, n'importe laquelle en exemple. Cette photo, je la trouve sombre. D'ailleurs, on peut remarquer sur mon histogramme, ou du coup maintenant sur ma courbe, qu'il y a énormément de pixels dans le côté sombre. Alors qu'est-ce que je fais? Simplement, on le prend plus ou moins au milieu et on tire vers le haut pour l'éclaircir. Et c'est là où l'outil courbe commence à devenir très très puissant. Il va vraiment vous montrer sa force. C'est que je trouve que l'idée générale de la photo est ok niveau luminosité, mais je trouve que les bâtiments blancs à l'extérieur sont un peu trop clairs, ainsi que son visage. Alors soit j'y vais avec l'habitude, parce que ça je me doute bien qu'on doit être dans les 80% de luminosité, mais ça c'est avec l'habitude. Je vais aller plus ou moins à cette période-ci, et vous pouvez voir hop, que les bâtiments derrière diminue, mais ça clip. Vous voyez qu'on commence à avoir des espèces de taches bizarres et dégueulasses parce que la courbe a ses limites. Comme je vous le montrais tout à l'heure avec les gradients, si on commence à faire n'importe quoi, vous aurez n'importe quoi. Ça c'est garanti. Ok, donc du coup c'est là où le jeu subtil commence à arriver, où on va faire des points dans les points pour arriver au résultat souhaité. Alors, une chose maintenant que vous avez compris le principe du XY input-output, Lightroom, comme il est sympa, il va vous montrer. Il va vous le dire, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Donc, mettons qu'ici, je vais chercher un pixel à 50%. Hop, on voit ici 50,6 avec slash 51,4. C'est-à-dire que tous les pixels qui sont à 50,6 de luminosité vont passer à 51,4%. Si je diminue, tout ce qui est à 50%, il faut être précis, voilà, 50% plus ou moins, vont être à 27. Si je monte, vous voyez. Donc Lightroom est super cool, c'est qu'il vous donne le tableau d'interprétation. Ça sert pas toujours, honnêtement, la courbe est surtout un outil visuel, mais parfois ça peut être pratique. Alors ça c'est une première chose que Lightroom vous permet de faire, ce qui est quand même plutôt cool. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pointer sur votre photo une zone que vous voulez interpréter différemment.
En fait, en gros, plutôt que d'aller chercher vous-même sur la courbe de lecture le pixel, enfin je dirais la zone de luminosité qui vous intéresse, on va cliquer sur ce petit point, petit cercle en haut à gauche. Et là, vous allez voir que le point correspondant apparaît sur ma courbe de lecture pendant que je navigue sur ma photo. Et donc, dans mon exemple, par exemple, si je veux uniquement éclaircir, par exemple, la zone de peau du modèle, hop, j'ai qu'à cliquer sur la photo et je monte en fonction. Et vous voyez que le modèle s'éclaircit, mais forcément, comme c'est une courbe, et comme ça s'applique à toute la couche de luminosité, donc ça prend toutes les couleurs sans aucune différenciation. Il n'y a aucun racisme de couleur avec la courbe de tonalité, en tout cas avec la RVB. Vous allez voir plus tard comment on va changer le game à ce niveau-là. Il n'y a pas de discrimination, donc elle va tout prendre. Donc forcément, si vous avez une zone de luminosité qui est la même que la peau de votre modèle, eh bien forcément, tout va augmenter en fonction. Et comme c'est une courbe, ben, si je pousse ici, ben, ça pousse aussi ici. Et c'est là qu'on commence à jouer du coup avec plusieurs points, parce que comme ça, je monte la luminosité sur le modèle, et hop, je vais vers le bâtiment pour diminuer la luminosité du bâtiment. Et là, du coup, on a une photo qui est plus acceptable, même si la courbe de tonalité ne remplace pas les réglages de base, et les réglages de base ne remplacent pas la courbe de tonalité. Ce sont des outils complémentaires. Il y a des choses que vous allez préférer faire. Par exemple, pour corriger l'exposition, la luminosité, enfin je veux dire l'ambiance générale de cette photo, je vais plus aller vers les réglages de base, et quand je m'attaque aux couleurs, ou vraiment quand je dois faire des choses plus précises, je vais aller vers la courbe de tonalité. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, vous les utilisez comme vous voulez, et on les utilise en parallèle en fait. Il y a moyen de complètement refaire les opérations de réglage de base avec la courbe de tonalité. L'inverse, moins facile. Donc faire une copie des courbes de tonalité avec les réglages de base, moins facile. L'inverse, par contre, est beaucoup plus abordable. Donc, la courbe de lecture à 45 degrés, l'axe de l'output, donc la façon dont vous allez voir la photo, l'axe de l'input, donc le format original de la photo. Et donc, encore une fois, la courbe de lecture ici à 45 degrés, c'est-à-dire que what you see is what you get, enfin, ce que vous avez ici sera exactement ce que vous avez là. Et dès qu'on commence à bidouiller l'histoire, hop, vous voyez que tout change dans la photo, l'histogramme, etc., etc. Nous avons vu ce bouton-ci, okay, qui vous permet d'aller chercher une zone précise au niveau de la luminosité. Vous voyez ici, ça c'est un gris 50%, donc forcément mon point arrive pile à 50%. Je peux augmenter, diminuer, et vous remarquez que le point augmente sur son axe. Quand on le fait à la main, entendez ça par le faire à la main, je veux dire sur la courbe de tonalité, vous pouvez aller de gauche à droite, donc vous pouvez changer la zone de luminosité des pixels ciblés, ce qui est très pratique en fait. Mais par contre, quand vous allez travailler avec une zone désignée, forcément, quand vous montez, donc vous voyez ici, j'essaie d'aller à gauche et à droite avec ma souris, ça ne marche pas. Elle va toujours rester pile à l'endroit qu'on lui a désigné sur la photo, ce qui est logique en fait, hein, c'est complètement logique, mais il faut le savoir. Donc vous voyez que mon gris 50%, hop, il peut aller devenir très très clair, mais vous remarquez aussi que les zones claires et sombres sont également affectées, parce que la courbe, vous voyez, va vraiment d'un côté à l'autre. Donc comment faire? Parce que ici, voilà, moi j'aime particulièrement ce gris là, je le trouve vraiment très beau, et j'aimerais le conserver. Évidemment, il faut voir ça dans un exemple pratique, dans le cas où vous avez une photo qui vous intéresse particulièrement, et vous dites « Oh, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus clair. Mince, j'aimerais bien que son visage soit exactement comme il était tout à l'heure, mais ça m'arrange pas. » Donc comment faire en pratique pour ça? Eh bien, on va utiliser un point de blocage, en fait. Je vais vous montrer. Donc ici, hop, j'efface tout. J'aimerais bien que ce gris-ci soit un petit peu plus clair. Mais quand je le fais, là maintenant je suis très content, c'est vraiment un très très beau gris clair, mais ça a bougé, ça a foutu le bordel ici. Et j'aimerais bien que ça reste comme ça, parce que voilà, parce que c'est ce que j'ai envie.
Donc, ce que je fais avant tout, en fait, je vais aller créer un point de contrôle. Je clique juste une fois pour le créer, vous voyez, tac. Donc cette petite ligne représente en fait cette zone de pixels. Et après, je travaille normalement. Donc le point, on ne sait faire bouger que le point qu'on manipule. Les autres vont toujours rester où ils sont. Et donc maintenant, je peux, vous voyez, allègrement monter le gris comme je le désirais, sans que ça ne bouge la zone que j'ai ciblée, que j'ai bloquée précédemment. Comme c'est une courbe, vous remarquez quand même que l'interprétation va se faire quand même autour de ces points, vous voyez. Malgré le fait que j'ai bloqué, eh bien, les zones voisines, elles, par contre, elles vont un petit peu souffrir de cette correction. Et donc, du coup, si vous voulez éviter ça, ben, vous ajoutez encore des points de contrôle dedans pour vraiment empêcher cette chose. Mais il y aura toujours un petit peu de, comment dire, de bavage. Je ne sais pas si c'est français de dire ça. Parce que les interprétations entre les points, c'est de la courbe. Ce ne sont pas, c'est pas des lignes. Donc ça, il faut le savoir. Mais du coup, quand vous avez besoin de protéger des zones, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Enfin, sur l'image, là, je le fais sur l'image, mais vous pouvez le faire aussi dans la courbe. Hein. Vous pouvez le faire là, tac, tac, tac. Et comme ça vous permet de ne bouger que la zone qui vous intéresse. Mais tout en vous souvenant que comme c'est une interprétation en courbe, vous pouvez avoir des résultats bizarres quand vous allez dans les extrêmes, vous voyez. Regardez les gris comme ils deviennent fous quand je les tourne, et vous voyez bien que la courbe passe dans tous les sens. Donc ça, faites toujours très très attention quand vous utilisez cette technique. Donc un petit cas pratique. Mettons par exemple, pour une raison X ou Y, j'ai envie de assombrir le mur. Eh bien, soit je le fais directement dans la courbe et j'édite mon point à l'œil. Ok, voilà, je fais ci, je fais ça. Soit je vais le chercher dans la zone. Mais sachez que ce sont des zones de luminosité, donc ça veut dire que si ce pixel qui a 31% de luminosité est modifié, il va modifier tous les autres pixels qui sont à 33% de luminosité et les voisins. Donc ça, il faut faire attention. Et pour maîtriser ça, pour éviter que ça parte en flèche, vous pouvez créer des points, des autres points qui seront des points d'arrêt, des points fixes, qui vous permettront du coup de bloquer en fait, enfin, de façon très limitée, mais qui vous permettront de changer un petit peu la donne et de ne pas trop baver sur les autres couleurs. Et c'est comme ça qu'on fait des réglages très précis pour changer les teintes de peau, changer des zones vraiment, vraiment précises. Là forcément c'est une photo qui est déjà éditée, qui est en JPEG, donc ça devient vite, ça devient vite très très laid. Quelle horreur. Mais vous voyez l'idée. Sur un RAW, forcément, vous avez beaucoup plus de champ de manœuvre. Mais je ne vais pas encore parler des RAW. Ça fera l'objet d'une vidéo à part, vraiment. Donc JPEG versus RAW, pourquoi, comment, etc., etc. Autre truc, enfin, moi, vous m'avez vu l'utiliser ici, mais je vais vous le montrer. En fait, si vous faites un clic droit, vous pouvez soit aplatir la courbe, c'est-à-dire que il va revenir à 45 degrés et il va supprimer tous les points d'édition. Hop, là vous voyez que si vous faites n'importe quoi, vous aurez n'importe quoi. Donc si vous faites clic droit, aplatir la courbe, tadam, et vous revenez au début. Et alors, si par contre c'est juste un seul point qui vous fait défaut, donc vous avez une superbe courbe, et puis là, là ça va pas. Vous faites clic droit sur le point en lui-même, et vous mettez supprimer le point de contrôle. Et là, forcément, il ne va faire que supprimer le point de contrôle. Ça c'est bien fait, parce que le texte indique supprimer le point de contrôle, on clique dessus et ça supprime le point de contrôle. C'est incroyable. Alors, donc, ça on a vu. Maintenant, par rapport à l'input et l'output, vous pouvez tronquer les points externes. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez... C'est pas vraiment couper en fait, mais vous pouvez faire une sorte... C'est pas non plus un bypass. Comment expliquer ça ? En gros, le point 0 et le point 100 qui sont ici, vous pouvez les bouger de façon à ce que vous créez une limite. En fait, c'est vraiment ça. Donc,
Je vais venir avec une photo plus technique, plus parlante, avec un dégradé. Voilà. Ici, on a un super beau dégradé qui va du noir 0% au blanc 100%. Et donc, regardez bien le noir. Regardez bien ce qui va se passer avec le noir. Je vais prendre donc du coup le point 0 et je vais le monter. Et tout doucement, vous remarquez que le noir n'est plus noir, mais va être interprété comme du gris. Ici, par exemple, le noir devient carrément du gris 50%. Et rien en dessous ne va... vous pouvez reprendre évidemment la courbe à ce moment-là, hein, je veux dire, ça ne vous empêche pas. Du coup, ça va définir un nouveau point 0. Mais alors, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est en dessous de ce point, donc là je vais le mettre à 25, tout ce qui est en dessous de 25 devient du 25. Donc c'est-à-dire que même un noir 0% deviendra du 25. Vous voyez l'interprétation de la courbe ici. C'est le seul moment d'ailleurs où vous avez une interprétation non courbée de la courbe de tonalité, en fait. C'est pour les points d'input et d'output, les points 0 et les points 100. Et avec ça, vous vous dites, bah, enfin là je vois pas trop parce que ce sont des photos techniques, ça vous permet justement de créer des effets de voile, comme sur cette photo-ci, par exemple. Elle est déjà traitée, mais vous pouvez remarquer ici qu'il y a une absence, il y a vraiment une absence de noir en dessous c'est combien ici? En dessous des 10%. Et ça donne en fait un effet de voile que j'affectionne particulièrement. Je vais prendre une photo en RAW. Ça vous permet de donner cette espèce de photo voilée, cette espèce de cachet ancien en fait, où vous allez pomper en fait et faire disparaître tous les détails en dessous d'une certaine dose. Alors quand c'est fait de trop, c'est pas beau évidemment, mais avec un peu de subtilité, ça vous permet d'avoir un petit côté vintage, un petit côté à l'ancienne à vos photos. Et alors la même chose évidemment de l'autre côté, beaucoup moins utilisé, mais vous pouvez prendre ce point-ci, et alors tout ce qui sera au-dessus de 75% deviendra 75%, et donc vous n'avez plus de luminosité, vous attrapez des aplats de couleurs. Je n'ai pas vraiment de cas pratique pour cette façon d'utiliser la courbe des tonalités, mais en tout cas dans les basses lumières, vous voyez, je suis la courbe à 45 degrés, et ça donne cette espèce d'effet délavé. Si vous le collez à gauche, là vous allez avoir un surdétail dans les noirs. Si vous le collez en dessous, vous allez avoir beaucoup plus de contraste. Ce qui est logique, hein, si vous suivez la courbe de lecture, vous voyez que tout ce qui est noir, là par exemple jusqu'à 50% de l'input, va être interprété à du 0. Et donc forcément vous avez une photo extrêmement sombre, et à l'inverse, une photo extrêmement voilée. D'accord? Donc à utiliser avec parcimonie, mais ça peut donner son petit effet. C'est un truc sur lequel je ne crache pas, j'avoue. Avant-dernière chose, la courbe de points, vous voyez que vous pouvez cliquer là-dessus, et alors là vous avez une façon très similaire au réglage de base de modifier votre courbe des régions, en fait, tout simplement. Vous allez par exemple ici travailler avec les hautes lumières, hop, et vous voyez la courbe, vous avez une projection en fait du maximum que la courbe peut avoir. Ça peut être assez pratique, personnellement je ne l'utilise pas, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, au contraire. Ça donne une petite aide visuelle. Pour démarrer dans le monde de la courbe, en fait, c'est pas plus mal. Honnêtement, moi je trouve ça assez bien fait. Mais je n'utilise pas. Hop. Alors, vous avez deux autres choses que j'utilise encore moins. Vous avez la courbe à points en contraste moyen, la courbe à points en contraste fort. C'est une sorte de petit preset. Donc vous voyez apparaître ici la fameuse S-curve, qui est la courbe du contraste. Ça, on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et vous passez du coup de linéaire à contraste moyen, et après vous modifiez un petit peu à l'intérieur. Je n'utilise pas ça non plus. Honnêtement, oui, vous pouvez enregistrer tout ça, mais perso, c'est vrai que ça prend moins de temps. Techniquement, ça prend peut-être 1 minute de moins, mais si j'ai envie de faire une S-curve, j'avoue que j'y vais directement et je ne commence pas à cliquer ici en dessous, mais ça peut vous aider. Ça vraiment, ça c'est de l'ergonomie, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est la courbe de tonalité. J'espère que vous avez compris. Donc pendant ce tuto, je vous ai fait référence à plusieurs vidéos que je vais faire dans l'avenir. Si vous avez évidemment des suggestions de vidéos, dites-le moi. Mon nom c'est Le Tieb, allez voir dans mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ce genre de choses. Prochaine vidéo, on va s'attaquer à un chouette truc, au TSL.
Mais avant le TSL, du coup, on va s'attaquer à l'interprétation noir et blanc. Vous allez voir que c'est un gros morceau, mais c'est un beau morceau. C'était le Tiab, portez-vous bien, et on se revoit la prochaine fois.